Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni. Bonjour et bienvenue dans Le Peuple lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain, ce n'est pas facile. Être juif au XXe siècle, c'est pas folichon non plus. Mais alors, être écrivain juif au XXe siècle, c'est le creuser, sous haute pression, de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les chants les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. Plus spécifique encore, et peut-être plus déracinés et plus inquiets que les écrivains juifs du XXe siècle, les écrivains yiddish, qui n'ont pour patrie qu'une langue, et une langue qui disparaîtra presque au cours du siècle. Connaissiez-vous Shalom Asch, écrivain yiddish qui vécut de 1880 à 1957 en Russie, Pologne, France, États-Unis et Israël. Il a connu deux guerres mondiales, décrit des incestes, des pogroms, une révolution, peint les gratte-ciels de New York comme les rues boueuses du Shtetl. On aurait envie de dire « il a tout vu, tout connu ». Mais moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert grâce à un texte de Stefan Zweig qui écrit de Shalom Asch, libéré de l'optique de tel ou tel camp et, tout en participant profondément à l'aventure humaine, se refusant à prendre parti, il contemple les événements actuels du haut des sphères de la justice. Shalom Asch peint, et c'est en cela que consiste, à côté de sa valeur littéraire, la valeur documentaire de son œuvre, l'époque russe de 1910 à 1920, avec une objectivité à laquelle l'écrivain n'atteint d'ordinaire que dans l'œuvre historique. Naturellement, une si belle présentation m'a donné envie de découvrir Shalom Asch. Aujourd'hui presque inconnu, il était en son temps le plus célèbre écrivain yiddish et le premier à être largement traduit. J'ai commencé par sa trilogie, au titre magnifique, Avant le déluge, divisée en 3 villes, Pétersbourg et sa débauche, Varsovie et le Shtetl, et enfin Moscou, chez les anciens privilégiés ruinés par Octobre Rouge. Coup de cœur immédiat pour cet auteur qui possède à la fois l'art du conteur et le souffle du créateur d'univers. Il sait créer des atmosphères et des personnages, mais aussi leur donner une dimension plus grande qu'eux, une dimension sociale et humaine. C'est ce qui en fait un écrivain qui est en même temps populaire et intellectuel, quelque part entre Zola et Dostoïevski. Il a une plume réaliste, mais réaliste à la russe, avec tous les excès, la folie et la vodka que ça implique. Dans sa trilogie, Pétersbourg, Varsovie, Moscou, Shalom Asch raconte une histoire par facettes, ou plutôt même par portrait. C'est le commérage qui devient littérature. Il n'en sait jamais plus que ses personnages, il ne voit pas plus loin, il retrace en commère leur généalogie et magiquement, l'ensemble donne une fresque qui atteint presque à la grandeur tragique. Il sait surtout bien montrer les contradictions d'une société ou d'un personnage. Les contradictions entre capitalistes et révolutionnaires, entre juifs et chrétiens, mais surtout les contradictions au sein du judaïsme. Ce qui est singulier, c'est qu'à peu près tous ces personnages sont juifs, mais on l'oublie très facilement parce qu'ils sont loin de n'être que cela. Comme à Radio Judaïka, au fond. Et donc, Shalom Asch montre les lignes de faille entre juifs orthodoxes et traditionnalistes, entre ceux de la capitale et ceux de la colonie, entre assimilés et identitaires, entre libéraux et révolutionnaires. Mais qui est-ce ? Il naît en 1880 à Koutno, en Pologne russe, dans une famille juive ultra-orthodoxe qui compte 10 enfants. Quand la Première Guerre mondiale éclate, il est rédacteur au Vorwärts, le journal yiddish de New York. Il rentra en Pologne après la guerre, émigrera en France, puis de nouveau aux États-Unis en 1938. Écrivain prolifique et audacieux, Asch n'hésite pas à aborder des sujets controversés, et son style, très incarné, jamais pontifiant, par portrait, s'y prête bien. Il me fait penser à un Balzac qui aurait lu Marx. Dans Le Nazaréen, il retrace la vie de Jésus sous un regard juif, ce qui lui vaut beaucoup de critiques de tous les côtés, aussi bien juifs qu'antisémites. Son éditeur veut même le faire excommunier. Puis, et c'est peut-être ce qui caractérise la littérature yiddish, il s'est donné un parfum d'interdit à des choses assez innocentes. Quand son héros s'éprend d'une femme plus âgée, qui lui évoque une mère qu'il a très peu connue, à sa proie et couleur de l'inceste. Quand il fuit sa classe pour allier les intérêts des travailleurs pauvres, c'est une trahison aux dimensions métaphysiques. Aussi, lorsque Shalom Asch s'éteint à New York en 1957, il laisse un héritage monumental. Celui d'avoir donné ses lettres de noblesse à la littérature yiddish, d'avoir montré les contradictions de la société et de l'âme juive dans le premier XXe siècle, et d'avoir donné une patrie,
à travers la langue et les histoires, avec un petit H, à ce peuple qui n'en a pas. Tout de suite, Lo mir sich überbend, un classique de la chanson yiddish. Zich überbeten, was stehst du bei der Tür, wo stehst du bei der Tür? Lass mir sich überbeten, komm rein zu mir, lass mir sich überbeten, komm rein zu mir. Überbeten, was stehst du bei mein Fenster, was stehst du bei mein Fenster? Lass mir sich überbeten, bist bei mir der Schönste. Lass mir sich überbeten, bist bei mir der Schönste. Überbeten, Käufe Pomeranzen, lass mir sich übergeben, lass mir gehen tanzen, lass mir sich überbeten, lass mir gehen tanzen. Lass mir sich überbeten, stell den Samovar, lass mir sich überbeten, sei schon nicht kein Narr, lass mir sich überbeten, sei schon nicht kein Narr. Lass mir sich überbeten, genug schon sein wie Goyim, genug schon sein wie Goyim. Lo mir sich überbend signifie « réconcilions-nous ». Réconcilions-nous, prépare le samovar, nous allons danser. La réconciliation des contraires, c'est une idée qui traverse toute l'œuvre de Shalom Asch. Il la montre à travers la société, en montrant les profondes divisions du judaïsme de son temps, opposition entre capitalistes et révolutionnaires, entre assimilés et orthodoxes, entre ceux de Pétersbourg et ceux de la colonie, entre hommes et femmes, vieux et jeunes, maskilim, les Lumières juives et sionistes, et ça continue. Mais surtout, Shalom Asch montre ces divisions dans ses personnages. Tout au long de sa trilogie, on suit, avec beaucoup d'écarts et de détours qui construisent son univers social, le personnage de Zachary Mirkin, qui au début de Pétersbourg, à 27 ans, vient d'une famille juive enrichie par la construction du transsibérien et se caractérise surtout par son grand amour pour une mère qu'il a très peu connue. C'est un personnage qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et comme je n'ai à nouveau pas pu trouver de lecteur de Shalom Asch, et j'invite sincèrement les auditeurs de Radio Judaïka à me contacter si vous voulez partager vos lectures sur un auteur juif du XXe siècle. Mais donc, comme je n'ai pas trouvé de lecteur, je vais m'interviewer moi-même. Vous voyez à quoi j'en suis réduit. Bonjour, Laura Sibony, vous êtes lectrice de Shalom Asch et écrivain ? Oui, c'est bien cela. Et je suis auteur de Fantasia, contes et légendes de l'intelligence artificielle, paru chez Grasset cette année. A priori, aucun rapport avec Shalom Asch. En matière d'intelligence artificielle, je ne pense pas, en tout cas, c'est pas un mot que mentionne Shalom Asch, mais sur l'intention qui a guidé l'écriture du livre, là oui, il y a plus de rapports. J'ai écrit Fantasia pour raconter l'intelligence artificielle parce que je ne voulais ni l'expliquer ni la juger sans l'avoir montrée. Et c'est aussi ce que fait Shalom Asch avec le judaïsme du XXe siècle, avec le judaïsme de la Russie des tsars. C'est le montrer, sans jugement, sans explication. Il ne fait pas un essai, il ne fait pas un roman à thèse. Il raconte, et c'est par là qu'il donne un souffle épique à la société qu'il décrit. Et puis, si j'ai voulu écrire Fantasia, c'est aussi en partant du constat de l'intérêt et de la dimension qu'a l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas juste d'une technologie. Moi, j'ai commencé à écrire avec un roman qui
cherché à décrire ce qu'il y avait de contemporain. Je me suis demandé finalement qu'est-ce que Balzac n'a jamais écrit. Et ce qu'il n'a pas pu écrire, ce qui pour moi caractérise le monde contemporain, c'est l'explosion de la donnée. D'avoir aujourd'hui, ce qui permet le développement du big data et donc de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir tellement de données et des données qui parlent de nous. Tellement de possibilités, de choix, de rencontres. Aujourd'hui, on peut visiter quasiment tous les pays du monde. On peut faire à peu près n'importe quelle profession. On peut faire plus de rencontres avec les réseaux sociaux en une journée que nos grands-parents ne pouvaient en faire dans leur vie. Et donc, il y a tellement de possibilités, de choix, tellement d'informations que la grande question aujourd'hui n'est plus tellement comment trouver l'information, mais comment trouver la bonne information. Comment faire la part, comment choisir. Et donc, c'est ce que j'ai voulu décrire dans mon premier roman, qui s'intitulait Lab, où le personnage, il naît avec une petite cuillère d'or dans la bouche, il peut tout faire. Et finalement, son problème, c'est qu'il n'arrive pas à choisir. Il passe d'une mission à l'autre, d'une femme à l'autre, jusqu'à ce qu'il ait oublié ce qu'il cherchait au départ. Et ça, c'est un problème que ressent aussi Zachary Mirkin, le héros de Shalom Ash, essentiellement dans Pétersbourg. Il décrit un personnage qui est déconnecté, qui se sent étranger à sa propre société. Et on a du mal au départ à avoir de l'empathie pour ce personnage parce qu'il a tout. Il a une fiancée que tout le monde lui envie, il a un excellent poste chez le meilleur avocat juif de Pétersbourg. Tout lui réussit. Et pourtant, il se sent étranger. Il a aussi une histoire personnelle, notamment de peu avoir connu sa mère, qui fait qu'il se sent à côté de ses pompes, on dirait aujourd'hui. Et donc, c'est difficile d'avoir de l'empathie pour ce personnage. Et si je viens en parler ici aussi, en tant qu'écrivain, c'est parce que c'est très difficile de décrire ces parcours. Et ce que Shalom Ash fait magnifiquement, c'est qu'il ne décrit pas le parcours du personnage, il décrit ce qui l'entoure. Il décrit ce qui l'a mené là. Il décrit sa généalogie, sa famille, les gens qu'il va rencontrer. Et à travers ce jeu de miroir, on finit par beaucoup mieux le comprendre. Et puis après Lab, j'avais voulu écrire son versant, qui s'appelait Old Europe's Club, et qui est un roman où le personnage a le même sentiment d'être perdu, mais lui, au lieu de se perdre dans la diversité de tous ses choix, de tous ses chemins, de toutes ses possibilités qui s'offrent à lui, il va se réfugier dans une foi à laquelle il ne croit pas vraiment, mais qui le rassure. Et de là naissent évidemment d'autres problèmes, parce que c'est difficile de croire sans croire, et qu'il a du mal à s'ancrer dans la réalité. C'est le mot que j'ai trouvé pour le décrire, c'est un mot allemand, assez imprononçable, c'est un Gratwanderer. C'est-à-dire, il marche sur la corde raide, entre deux abîmes. Il ne fait pas de compromis, et pourtant il veut tout. Il ne veut pas le gris, il veut le blanc et le noir. Et c'est plus le chemin que va suivre Zachary Mirkin dans le 2e tome de À vol déluge, dans Varsovie, puisque justement, s'il quitte Pétersbourg, s'il quitte son milieu pour rejoindre Varsovie, c'est pour essayer de se mettre du côté des travailleurs, de découvrir ce qu'il pense être la réalité, la vraie vie des vrais gens, dirait-on aujourd'hui, et essayer d'y trouver sa vérité. Seulement, le problème auquel j'ai fait face déjà très personnellement en écrivant Old Europe's Club, c'est que mon héros, il est très indécis. Il est rongé par ses contradictions, il passe d'un extrême à l'autre et il ne se décide pas. Donc ça ne le rend pas très attachant. Et surtout, ça donne des histoires un peu suspendues dans lesquelles, finalement, ce n'est pas tant le personnage que le lecteur qui a du mal à rentrer. Et donc, ce que j'admire dans l'œuvre de Shalom Ash, c'est qu'il a réussi à faire vivre un personnage qui se laisse vivre, qui, selon sa propre expression, n'arrive ni à vivre ni à mourir. Il y a une merveilleuse scène dans Pétersbourg où Zachary Mirkin va essayer de se suicider. Et évidemment, et je pense que
Je ne nuis pas au suspense du livre en disant ça, puisqu'il s'agit de littérature russe. Il va évidemment rater son suicide, et c'est finalement là que tout commence avec cette nouvelle naissance. Et il parvient à vivre dans cet entre-deux. Et il y parvient notamment en faisant vivre le milieu, en animant les personnages qui entourent le personnage principal, en faisant vivre son père, sa fiancée, la famille qui l'accueille à Varsovie. Et donc, il montre le balancement du héros qui rejette son milieu, qui en découvre un nouveau, qui est déçu et qui est finalement perpétuellement en mouvement. Et donc, Laura Sibony, c'est une inspiration pour vous ? Oui, Shalom Asch est une inspiration. Je compte maintenant réécrire mon manuscrit, réécrire Old Europe's Club, en m'inspirant du style de Shalom Asch, qui ne cherche pas à faire aimer, ni à faire comprendre ses personnages, mais juste à les montrer. Parce qu'à travers l'individuel, c'est le déchirement d'une société, et peut-être même de l'humanité qu'il peint. Merci beaucoup pour cette lecture et pour cette écriture, qui est aussi un moyen de comprendre un moyen de comprendre la littérature, c'est aussi de la faire, c'est aussi dans l'action. Pour poursuivre cette discussion, j'aimerais vous lire 2 extraits de Varsovie, le tome central de la trilogie À vol déluge. L'un plutôt tragique, l'autre plutôt comique, l'un sur Zacharie Mirkin, l'autre sur la famille qui l'accueille, pour faire notre propre Gratwanderung, notre propre oscillation dans tous les balancements que présente l'œuvre de Shalom Asch. Donc tout de suite, une lecture située au début de ce 2e tome, au début de Varsovie. Il s'agit de Zacharie Mirkin. Il se sentait pourtant si loin d'eux. Il lui était impénétrable. Je leur suis étranger, se disait-il. Il maudissait son éducation, son passé, son indifférence. Il avait l'impression d'être à lui seul, Zacharie Mirkin, un peuple, une race, une espèce. Son propre univers, il l'avait quitté, et celui dans lequel il voulait entrer lui restait fermé. Il se voyait voué à une solitude éternelle, suspendu dans le vide, sans attache. Son départ courageux de la maison lui paraissait à présent incompréhensible. L'oisiveté lui devenait odieuse. Il se voyait comme un écolier qui se serait enfui, aurait fait une fugue, mais qui, au bout d'une semaine ou 2, regretterait la férule du rabbin. Il ne parlait à personne qu'à lui-même, et bientôt ce fut la parole même qu'il perdit. Seuls se manifestaient en lui les sentiments, les idées les plus bizarres, les plus morbides. Cela lui venait lorsque, allongé sur son lit, la nuit, le sommeil le fuyait. Parfois, il se relevait, allumait la lampe et examinait son corps. Il avait alors l'étrange sentiment que ce corps n'était pas le sien. Il s'adressait à lui comme à un étranger, le caressait, le consolait, et finissait par s'apercevoir que tout cela n'était qu'enfantillage. Après sa tentative à Saint-Pétersbourg, des idées de suicide qu'il croyait avoir rejetées à jamais dans un gouffre ténébreux remontaient à la surface. Le soir, il jugeait ses actions de la journée. Tenant dans ses mains sa tête tranchée, il se présentait devant son propre tribunal. Pourquoi se cramponnait-il avec tant d'énergie à la vie ? Pourquoi ne pouvait-il s'anéantir dans l'infini de la mort, entrer dans la mort comme sa mère l'avait fait entrer dans la vie ? S'il avait été appelé à l'existence par une volonté étrangère, c'était par sa propre volonté qu'il pouvait être appelé à la mort. Pourquoi restait-il accroché à la vie comme une feuille fanée, attendant la mort qui viendrait tôt ou tard la ronger ? Pourquoi ne pas être l'artisan, sinon de sa vie, du moins de sa mort ? Si le courage lui manquait pour pénétrer de lui-même dans la nuit éternelle, comme un libre citoyen des ténèbres, quel droit avait-il d'abandonner la paillasse pourrie où la vie l'avait jeté ? Pourquoi donc s'était-il enfui de la maison ? Avait-il quitté son père, sa fiancée, Olga Mikhailovna, en déclarant fièrement qu'il ne pouvait vivre avec une plaie au cœur, un cœur traversé de désirs morbides, de passions perverses ? Il lui fallait revenir comme un gamin stupide, se jeter à terre, demander pardon, et s'il l'acceptait à nouveau parmi eux, qu'on lui indique la place la plus modeste. Il se levait ainsi chaque matin, s'accusant, mais de quoi ? Et ballotté comme une planche au gré des vagues de ses propres tourments. Vous vous en doutez, c'était l'extrait tragique de Varsovie, et les tourments de Zacharie Mirkin. Donc on est dans
son esprit. On suit avec lui sa propre Gratwanderung, son oscillation entre une vie impossible, une mort improbable, entre un suicide auquel il ne peut se résoudre et une vie qui ne lui plaît plus et qu'il a du mal à mener. Mais il va trouver une forme de rédemption, en tout cas partielle et temporaire, dans une famille pauvre de Varsovie, dont la description est très comique, puisqu'il les rejoint, en l'occurrence dans cet extrait, il les rejoint le soir du Shabbat, mais d'un Shabbat laïque, d'un Shabbat de discussion autour des philosophes et des Lumières. On sonna à la porte. Zalmen Königstein, le compagnon de jeunesse, le meilleur ami de l'instituteur, fit son entrée, en souhaitant à tous un bon Shabbat. Bien qu'adversaire déterminé de Sion, chaque mot en faveur d'Eretz Israël le mettait hors de lui, Hurwitz ne pouvait vivre sans son vieil ami Königstein, qui était tout son contraire. Par le passé, cet homme avait été un chaud partisan des amants de Sion et resté un sioniste zélé. Leur rencontre provoquait presque toujours une catastrophe. Ils ne cessaient de se disputer, de se lancer à la tête des arguments contradictoires. Chaque entrevue, qu'ils ne cherchaient nullement à éviter, se terminait infailliblement par des injures personnelles. Pourtant, même lorsqu'ils se quittaient fâchés, ils se rendaient visite le lendemain pour s'emprunter un livre, discuter un point difficile de philosophie, parler d'histoire juive, se chamailler parfois à propos d'un commentaire d'Ibn Ezra, ou simplement vider leur cœur, énumérer les soucis qui les accablaient et se demander conseil. Leur amitié était touchante. Ils avaient beau se quereller, se traiter de tous les noms, pousser des cris jusqu'au ciel, dès que Zalmen était parti en claquant la porte, l'instituteur disait à sa femme en hochant la tête « Sais-tu, Rachel Léa, Zalmen ne me plaît pas aujourd'hui. As-tu remarqué comme il a mauvaise mine ? Il faut faire quelque chose. » Cela n'a rien d'étonnant, vous vous rongez mutuellement le foie. Ils se prêtaient non seulement leurs derniers sous, mais aussi les ouvrages qui leur étaient plus chers que la vie. Pour les fêtes, ils s'offraient des livres. Pendant les moments de tranquillité, lorsque la folie sioniste, comme disait Rachel Léa, les laissait hopper, ils s'installaient l'un près de l'autre et évoquaient leur famille, leur gagne-pain, leur joie et leur peine. Ils partageaient tout. Lorsqu'il arrivait le moindre ennui à l'un d'eux, c'est auprès de l'autre qu'on cherchait d'abord secours. Chacun confiait à l'ami ce qu'il n'aurait pas avoué à sa propre femme. Königstein avait dit « Bon Shabbat » d'une voix profonde et caverneuse, émanant d'une poitrine qu'on devinait malade. L'homme qui se tenait devant la table était grand, d'âge moyen, la barbe poivre et sel. Son large dos légèrement voûté, conséquence visible des heures passées courbées sur les livres, n'avait pas sur quoi s'appuyer et pliait comme un épi de blé. 2 taches rouges brillaient sur ses joues. À travers la peau fine du visage, on percevait les os de sa face. Sa barbe formait comme un pont entre les 2 creux qui s'enfonçaient dans son cou, sous le menton. « Quoi de neuf, Zalmen » demanda l'instituteur. « J'ai quelque chose pour toi, Shloime. Tu vas voir, ça va te faire plaisir. » Commencez par faire connaissance, dit Rachel Léa. Voici Monsieur Mirkin de Pétersbourg. « Ah, c'est le jeune homme dont tu m'as parlé. » Zalmen tutoyait également Madame Hurwitz. « Très honoré, dit-il en tendant une main longue, fine, osseuse, terriblement décharnée. Comme avant-goût, arrêtons-nous ici. Je voulais surtout vous montrer la diversité du style de Shalom Asch et sa capacité à tenir dans chaque main le tragique et le comique, le futile et le profond, et à traduire les contradictions qui traversent la société yiddish dans laquelle il est né, dans laquelle il écrit. C'était un épisode du Peuple lu sur Shalom Asch. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler des auteurs juifs du XXe siècle. Le Peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Sibony.